Merci, Monsieur le Président. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues. Donc, voilà, donc le travail que je vais vous présenter est, on va dire, évolution, donc on va dire, d'un travail d'une trentaine d'années. Et donc, je vais profiter un peu, et la première présentation de ce matin, qui était donc des définitions. Je vais mettre un peu de, on va dire, je dirais, de trouble dans ces définitions. Effectivement, donc, il y a quelque temps, on parlait de l'intelligence artificielle. Il y avait, bon, je dis il y a 30 ans. Donc, quand on parlait de l'intelligence artificielle, donc, on disait, bah, ce sont des systèmes déductifs et c'est tout. Et puis après, donc, aujourd'hui, on parle l'intelligence artificielle avec ces trucs bizarroïdes qui ont des noms, on va dire l'un plus, enfin, pire que l'autre, comme le deep learning, réseaux de neurones, etc., qui à cette époque-là étaient, donc, on va dire, des joujoux où personne ne croyait. Et bon, voilà, donc je vais premièrement, donc avant de commencer, dire, bah, effectivement, pour nous, bah, on vise, j'espère qu'on y arrivera. En tout cas, je vais essayer de vous convaincre un peu sur ce point. Donc, intelligence pour nous, donc au lycée et particulièrement le synapse du site, enfin, du campus de Sénart, c'est certainement pas des réseaux de neurones, certainement pas des deep learning, sinon ça saurait, et toutes les machines aujourd'hui serait intelligent. Donc, du coup, en fait, donc, je fais faire une distinction. Donc, on n'a pas ça vraiment en français, mais en anglais, il y a donc smart, et après, il y a donc intelligent. Donc, moi, je voudrais donc d'emblée à l'entrée de cet exposé faire une différence entre ces deux niveaux. Voilà, c'est ce que je voulais introduire tout de suite, et c'est sur cette base-là que je vais essayer donc avancer. On verra si j'ai raison et nous, ou non. En tout cas, c'est là qu'il y a éventuellement un débat. Donc voilà. Bon, donc quelles sont des motivations qui nous amènent à faire ce qu'on fait? Donc en fait, voilà. Sur ce registre-là, bah, bon, c'est pas à vous que je vais apprendre que bon, on vit bien plus longtemps, hein, donc aujourd'hui par rapport aux années passées. Donc bon, quand parfois j'ai les amis américains qui disent bah, 70 ans, c'est juste l'âge de mariage. Donc vous voyez, donc, il y a quelque temps, bon, on pensait totalement autrement, on va dire, mais voilà, donc le monde a évolué, donc on travaille tous bien plus longtemps, et je ne sais pas ce qu'on va nous promettre ou ce qu'on va faire avec nous, et combien vont travailler les plus jeunes, donc dans 10 ou 20 ans. Donc par contre, ça amène un autre problème qui a un peu mis en exergue par les statistiques, on va dire, sur le mal-vivre et donc, on va dire, sur le taux de suicide. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais par contre, j'attire juste attention. Bon, malheureusement, l'image n'est pas très bonne, donc désolé, mais c'est pour vous dire que donc, l'une des premières causes où les taux plus élevés de causes de suicide, on va dire, chez le troisième âge, bon, j'aime pas ce mot, mais chez les seniors, on va dire, c'est la solitude. Et donc après, ou presque en même temps, vient donc isolation, ce qu'on veut dire rejet, ou disons isolement social. Donc voilà, donc cela étant dit, donc est-ce qu'on peut apporter, et donc dit-on que ce problème va s'aggraver de plus en plus, parce que bon, on sait très bien, sauf en France bien entendu, parce qu'on est les champions, mais par ailleurs, donc on fait moins de bébés, ce qui veut dire que bah,
dit-on, mais je ne sais pas si c'est vrai, verra qui vivra, on va dire, mais on dit que les courbes des jeunes et des plus âgés, on va dire des seniors vont se croiser, on arrivera donc un jour, bon, on estime ça à 30 ou 50 ans, des démographes, que bon, ben voilà, il y aura autant de gens que plus âgés, et donc à cause de ce phénomène, de cette évolution, ben, on va avoir beaucoup de gens seuls et les liens familiaux, on va dire, vont être plus atomisés, etc., etc. Donc voilà. Bon, cela dit, donc il y a un fait, donc la robotique a eu donc une évolution fulgurante, donc c'est, on va dire, ces dernières décennies, donc un peu à l'image de l'évolution de l'homme. Hein, donc si on comparait un peu les deux, donc les machines sont donc très sophistiquées et donc ben voilà, est-ce qu'on peut à partir de ce constat et ces progrès donc apporter donc des solutions à ces problèmes, on va dire, sociétaux très importants qui nous attendent. Eh bien, écoutez, donc, quoi que l'on dise, ce qui est vrai, bah, c'est que je vais vous montrer ici une vidéo. Bon, on n'a pas forcément besoin du son, mais voilà, donc un peu. Donc, ça date de donc, 1 an et demi. Hein, donc, c'est un salon de robotique. Donc, vous voyez ici donc, la sophistication des robots dans la production. Là, donc, là, c'est donc le fameux robot, le chien militaire américain. Et là, c'est donc l'un des derniers humanoïdes. Vous voyez que donc, il n'y a plus on va dire, des enfin, des moteurs, mais des muscles artificiels. Et là, donc, c'est donc le robot de Toyota, mais ce n'est pas le seul, qui joue du violon, ce qui veut dire que, ben voilà, donc la finesse de ses habiletés, on va dire, mécaniques. Par contre, il est intéressant de dire là que toutes ces machines, bien que très sophistiquées, sont presque totalement stupides. Voilà, ce sont donc des algorithmes qui les animent ou les ondes qui les guident. Voilà. Alors que cet être humain et son ami que vous verrez après, ben vous voyez, il fait, pour ceux qui travaillent, il fait le contrôle non adaptatif, adaptatif et complexe, et ce chat, bon, sans aucun deep learning, va vous dire donc, où est la balle. Donc voilà, vous voyez, donc idée est donc la bio-inspiration. Donc c'est là que le mot-clé, donc pour nous, c'est donc bio-inspiration. Est-ce qu'on peut s'inspirer du vivant? Parce que là, le vivant est effectivement, et sa technologie sont intelligentes. Donc voilà, donc le mot-clé, il est là, et dit, il y a quand même quelques faits très marquant, c'est que donc aujourd'hui, peut-être pas moi, hein, moi j'ai encore mon iPad qui est un cahier, donc mon collègue Christophe, il sait très bien, hein, donc bon, il me critique, donc mais donc tous les jeunes, ils naissent avec une machine, donc ils parlent avec une machine, ils dorment avec une machine, et ils aiment avec une machine. Donc, nous sommes prêts, l'homme est prêt de vivre avec des machines. Ça, c'est donc un constat et donc évolution très important qui n'était peut-être pas vrai il y a 20-25 ans. D'autre part, donc, les robots donc, entrent de plus en plus dans notre vie quotidienne et même intime. Donc voilà, bon, on a parlé tout à l'heure d'un capteur, mais finalement, c'est un mini-robot très simple. C'est-à-dire qu'il y a une action, donc il envoie des données, il reçoit, donc les robots sont partout. Donc voilà, et effectivement, là, vous avez donc un robot qui est
Paro, hein, donc il a été fait par une société pour, je dirais, imiter un peu donc disons l'affect, des gestes affectifs, et donc pour apaiser les personnes âgées dans leur bon voilà bon, sauf qu'il fait juste des petits bruits U A A U, et bon mais il a un air affectif, on va dire, voilà. Donc déjà en fait on voit que les gens, enfin les personnes âgées s'attachent vraiment à ce tas de ferraille, à cette machine. Donc voilà, on est prêt, c'est pour vous dire qu'on est prêt à vivre avec des machines. Par contre, donc, vous n'allez jamais être ami ou vivre avec un être artificiel qui viendra vous dire « Bonjour, comment allez-vous, je suis votre ami ». Non, bah bien sûr, vous n'allez jamais être proche. Donc c'est la raison pour laquelle, bah, si on veut donc vivre avec des machines, ce qui arrivera, à mon sens, inévitablement, bah, il faut, dans un sens, donc, procurer à ces machines donc, ce que j'appelle des capacités cognitives haut niveau, qui, par exemple, c'est la construction de la connaissance, et non pas que, disons, interprétation de données ou data mining, c'est très différent. Donc, interprétation, je veux dire, c'est sémantique du terme, au sens sémantique du terme. Donc, des capacités haut niveau comme la curiosité, donc émotion artificielle, et finalement, donc, des machines qui puissent avoir une attention visuelle, artificielle ou d'autres. Donc, en fait, un comportement conscient. Donc, voilà, c'est sur cette partie-là aujourd'hui que je vais essayer donc d'apporter quelques éléments à donc, mon modeste niveau. Donc, voilà, donc, un mot sur ce qu'on fait donc, à 10-12 km de là, donc au campus de Sénart, on va dire de l'UPEC. Donc, en fait, le Synapse, qui est l'un des 4 équipes thématiques du laboratoire images, signaux et systèmes intelligents, donc travaille en fait, comme je vous ai dit, sur l'exploitation des mécanismes bio-inspirés pour donc concevoir et surtout implanter donc des êtres artificiels, des machines cognitives et donc interactifs. Donc voilà, bon, bien sûr, on ne peut pas tout faire, hein, voilà, et du coup, donc, on est privilégié, enfin, donc on se concentre donc, de façon privilégiée, donc, soit sur les problèmes industriels, hein, donc ce qu'on peut appeler smart factory, ou même plutôt donc, usine intelligente, voilà, ou disons traitement de l'information complexe, ou sur donc, modélisation et réalisation de systèmes complexes, c'est-à-dire rendre intelligent, ou plus intelligent en tout cas, donc des robots, notamment la robotique humanoïde, donc des systèmes collectifs et même des systèmes sociaux. Voilà. Et puis donc auto-organisation et de façon plus générale, donc ces systèmes autonomes. Donc voilà, quelques mots. Donc on va entrer dans le vif du sujet et je vais tout d'abord vous montrer une petite vidéo du rôle essentiel de la perception, et en particulier donc, la perception visuelle dans le développement cognitif de l'homme. Donc en fait, là ici, donc c'est le travail donc, de Martine Barburos, donc de Paris Descartes, de Paris ex-Paris 5, voilà, donc qui disons étudient
donc la psychologie cognitive donc de nouveau-nés. Donc, ce qu'ils font, ils posent des capteurs, comme ici, sur les pauvres bébés. Hein, voilà. Et puis, donc, ils étudient, ils essayent de modéliser le comportement. Donc, vous voyez, donc, ce qui est intéressant, quand l'image bouge, bah, le bébé marche. Donc, ce qui veut dire que notre marche est purement cognitive et interactive. Et la perception joue un rôle clé. Là, vous avez un bébé de 2 jours. Vous voyez, donc, il ne fait rien, il est tranquille. Là, maintenant, donc, l'image va bouger. Donc, 2 jours, et ben, il marche. Donc, quelle est la bio-inspiration ici, pour nous en tout cas? Eh ben, c'est que donc, l'image, ou disons la perception visuelle, est un point clé de future intelligence des machines. Sans la perception, il ne peut pas y avoir de l'intelligence. Donc voilà. Donc, à partir de là, donc, on a entrepris donc un travail sur ce que j'appelle humanisation donc du regard des robots. Vous savez que donc en général, une image acquise, un robot n'a pas d'œil ou n'a pas de yeux, ce qui veut dire que c'est une image qu'il acquiert par une caméra 2D ou 3D. Et c'est pas de cette façon que l'être vivant perçoit en fait son environnement. Nous, on regarde par attention et par fixation. On n'acquiert pas une image. Donc voilà. Et bien entendu, donc, dans cette aventure, il y a quelques problèmes à résoudre. C'est que si on veut humaniser, donc, comme je dis ici, le regard d'une machine, faut-il encore que cette machine soit capable de détecter automatiquement, comme nous on fait, des objets ou des items importants, ou disons saillants. Donc ça, c'est le premier problème à résoudre. L'autre, donc, c'est stimuler, ou disons, un mécanisme de stimulation de son attention. Est-ce qu'il y a donc un mécanisme qui peut apporter une sélectivité ou une autosélectivité par rapport à intérêt, ou tout simplement donc, attirer le regard de la machine. Puis finalement, construire de la connaissance à partir de cette attention, ou disons une attention portée à tel ou à tel objet dans son environnement. Donc voilà. Donc c'est au moins 3 problèmes à résoudre, mais d'autres aussi. Et donc je vais donner quelques pistes. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le temps de tout présenter et développer. Mais voilà, donc idée de la science. Donc imaginons qu'on voulait savoir qu'est-ce qui est important ici. Si donc on injecte donc du bruit, de la fumée, par exemple ici, ce qui reste encore cohérent et visible est peut-être saillant par rapport au reste. Donc, idée est là, et ici vous voyez, donc voilà, donc là ici, donc c'est la même image bruitée. On voit bien que ce qui a attiré dans le regard de l'homme peut ressortir ici. Bien entendu, là, on n'a qu'une idée. Ça, c'est donc l'idée globale de la chose. Et donc, après, bien entendu, donc, mathématiquement, algorithmiquement, donc, on va
définir ce qu'on appelle donc une science chromatique et donc une science de brillance. Et donc, ce sont des indicateurs qui vont nous produire, et le mot a été dit plusieurs fois donc, dans cette journée, des features ou des indicateurs de science à partir desquels on va donc extraire des masques et ces masques vont donc extraire de façon autonome donc des objets potentiellement importants de l'environnement. Donc voilà, donc l'idée est là et donc on l'a implantée il y a plusieurs années, donc cette idée. Donc voilà, donc en gros, donc il y a une segmentation donc de l'image. Et bon, ça c'est une opération très classique du traitement de l'image. Et voilà donc à quoi ressemblerait donc un indicateur de science. À partir de là, donc il y a toute une série d'opérations que je ne présente pas ici, qui vont nous donc isoler donc objets saillants ou des objets saillants. Donc voilà. Par ailleurs, donc, nous avons, dans ça, ce sont des psychologues comportementaux qui ont étudié donc, depuis plus de 30 ou 40 ans, donc le regard et donc attention humaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc en fait, l'homme, ou disons l'humain, il n'acquiert pas une image comme un scanner ou comme notre ordinateur ou caméra, mais donc regard par fixation. Donc en fait, on fixe, et donc il y a des expérimentations, hein, donc des gens qui travaillent sur ces points-là, et tout à l'heure on parlait de la publicité, ben voilà, donc il y a toute une série de travaux qui se font sur la représentation, où mettre telle ou telle information ou telle image pour attirer l'œil, soit par rapport aux panneaux publicitaires, soit par rapport aux pages Internet. Donc voilà, il y a toute une étude donc, psychologique, etc., qui est menée sur ces points-là. Pour nous, cela veut dire donc, qu'on a des bases de données du comportement humain. Et donc ça se fait avec ce type de, disons, composants, donc en gros, donc, qui traquent donc, l'œil, et donc sur un ordinateur enregistre donc un nuage de points et donne donc ce qu'on appelle donc des maps ou des indicateurs plans donc de fixation de regard, ou plan de fixation. Donc voilà, donc nous on a analysé donc ces plans-là et la science. Donc on peut, vous voyez, donc on peut faire une analogie, à savoir que ce que l'homme a regardé ici, est ce qui a attiré son attention, et donc c'est là qui sont les objets ou la science visuelle qui a attiré son attention. Et donc à l'opposé, on pourrait regarder donc la science ou le plan de science que j'ai, indicateur de science, vous voyez, donc il y a des parties donc, plus brillantes que l'autre ici, plus intenses, et ça correspond en fait aux points qui ont attiré donc, le regard de l'homme. Donc ça, c'était très intéressant parce qu'on a interprété, en modifiant ces plans ou ces indicateurs artificiels qui nous donnent des masques de détection des objets saillants, comme ces plans, comme la version artificielle de ces plans de fixation de regard. Et à partir de là, on a donc conçu et implanté un système où là, vous voyez, là c'est la partie classique auquel on a ajouté un apprentissage génétique qui fait quoi? Qui optimise donc par rapport ou qui apprend, c'est la même chose un peu, donc le regard de l'humain.
Et donc, à partir de là, on a implanté ça sur un robot. Et donc, je vais vous montrer donc, des résultats. Donc, voilà, donc, comme pour ces gens-là et dans ces expérimentations de psychologues, on a projeté donc, des images donc, que l'homme a regardées au robot. Et le robot donc, a appris à regarder comme l'homme. Donc, auquel cas, là, donc ici, vous voyez que bah, là, donc, c'est donc apprentissage, donc le comportement du robot avant l'apprentissage et après apprentissage, donc il acquiert un comportement conscient. Or là, il avait donc un comportement en partie aléatoire. Bon, là, je vais vous montrer donc, rapidement, justement, une vidéo. C'est une thèse qui s'était terminée donc, à Sénart, sur le campus. Donc voilà, l'idée est que donc, ce qui va attirer l'attention du robot sera pointé, et donc on espère que ce qui est pointé, c'est bien sûr, c'est ce qui a attiré aussi donc, le regard de l'homme. Voilà, là c'est donc ce que c'est l'image du début, ça c'est le indicateur de science. Là, c'est le masque dont je vous ai dit, hein, les masques issus de détection de la science. Là, c'est donc les objets potentiellement importants. Et là, donc, c'est la partie la plus intense ou la plus probable, ce qui veut dire que bah, donc, ça, c'est la partie la plus attractive. Et donc, regardez, voilà, donc, c'est ce qui a attiré aussi donc, le regard du robot. Et l'homme a fait pareil. Donc là, ici, c'est pareil. Donc ben, là, il est intéressé par les nez. Ben, regardez, là, ici aussi, le nez. Donc voilà, ben, le robot est attiré dans ces images donc, par les nez. Bon, donc là, ici, bon, ça, c'est tout récent. Donc, on a ajouté donc, une interprétation sémantique, c'est-à-dire au-delà d'attraction de son attention, il va donc qualifier sémantiquement des objets qu'il trouve ou qui attirent son attention. Et donc voilà, par exemple, là c'est cop, là c'est pomme, donc là ça a une signification pour lui. Et ben, je vais finir par une petite démonstration qu'on a fait il y a vraiment quelques jours. Bon, c'est une petite... Oh, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ici il a retourné. Bon, bah vous, je ne sais pas, donc vous voyez, donc les systèmes stupides sont imprévisibles. C'est quand même bizarre qu'il a retourné ça. Bon, les voix du Seigneur. Donc, désolé pour... Il n'était pas à l'envers. Donc voilà, donc, il regarde, il a attiré ça. Vous voyez donc. Voilà, ce qui veut dire que donc on peut donc de façon naturelle et sémantique donc converser avec la machine et voilà et lui faire des actions. Bon, je coupe ici parce que Monsieur le Président va me tuer. Donc voilà, donc en conclusion, donc voilà, donc là on a j'ai mis au point et implanté donc un modèle d'attention visuelle artificielle, donc inspiré et s'auto-adapter à partir donc, du comportement humain. Donc le robot, bah, les courbes que j'ai montrées, donc a humanisé sa façon de voir, sa façon de percevoir son environnement. Donc bah, bien sûr, détection automatique et
inconscient de ce qui est important autour de lui, et après, donc, la conscience de la détection de ces objets à partir de ces connaissances. Donc voilà ce que j'ai essayé de vous montrer. Bien sûr, donc, application potentielle et donc aide aux personnes et maintien des personnes donc dépendant à domicile. Donc aujourd'hui, les perspectives sont donc, complexification des interactions, donc construction de la connaissance à partir de big data, donc de façon autonome. Donc j'ai une thèse qui est en cours à Sénart sur cet aspect. Puis donc émotion, donc une autre thèse est en cours, et puis finalement, donc la science auditive, qui est aussi très importante. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.